Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre rendez-vous culture. Mon invité ce soir, un homme aux multiples casquettes, il est architecte, urbaniste et écrivain. Dans son dernier livre, le tome 2 de Petites et grandes histoires du Maroc, Rachid Boufous revient sur la grandeur et la magnificence d'une partie de la civilisation du Maroc. Le Maroc, je vous cite, Monsieur Boufous, cet immense pays aux mille facettes et aux multiples vies qui ne sauraient être contenues dans aucun livre, aussi nombreuses en soient les pages et aussi innombrables en soient les auteurs. Les Marocains en sont les lettres qui composent sa très longue et magnifique épopée. Rachid Boufous, bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Quelques mots qui résument un petit peu l'idée, on va dire la trame de ce livre. D'abord, merci pour cet ouvrage qui nous plonge un petit peu dans l'histoire du Maroc. J'invite tous les téléspectateurs, bien évidemment, à le lire. C'est important de connaître notre propre histoire. Alors d'abord, justement, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre qui, rappelons-le, est le tome 2 d'un premier tome qui a eu beaucoup de succès déjà. Et donc là, c'est déjà le deuxième tome. Tout à fait. Ça fait une dizaine d'années que j'écris, notamment sur les réseaux sociaux. Donc c'est m'est venu l'idée d'écrire ce que j'avais appris dans les livres et de le partager avec le plus grand nombre. Je ne pensais pas qu'il allait avoir autant de succès, que les gens allaient me demander de le sortir en livre, parce que je l'ai sorti d'abord en accès libre sur les réseaux. Donc toutes ces histoires, j'en ai écrit 90, de 2016 à peu près à 2022. Et donc, il y a un projet éditorial qui a fait suite à ces publications sur les réseaux. Donc, ça a donné ces livres, Petite et grande histoire, que j'ai découpés en 2 tomes, une vingtaine d'histoires à peu près par tome, et qui ont été subventionnés par le ministère de la Culture. Donc, cet ouvrage vraiment intéresse aujourd'hui les pouvoirs publics, donc qui l'ont aidé à être publié. Et c'est un livre qui est destiné aux 7 à 97 ans, qui est en mon lectorat, parce que on peut le lire à tout âge, et les quarantaines d'histoires sur les 2 tomes sont indépendantes les unes des autres. Donc ça permet aux gens de ne pas être dans un grand livre d'histoire qui peut être rébutant à la lecture, mais avoir quelque chose qui soit beaucoup plus simple, écrit dans une langue accessible. Et voilà, donc... un livre pour rendre l'histoire accessible, vous l'avez dit, petites et grandes histoires, c'est un ensemble de petites histoires qui sont écrites de manière tout à fait indépendante, mais qui finalement forment à elles toutes, quand on les rassemble, la grande histoire, ou une partie, pour reprendre vos propos, de la grande histoire du Maroc. Donc c'est vrai qu'en les rassemblant, parce que bon, je les ai mises un peu dans le désordre pour ne pas justement respecter la frise historique, parce qu'encore une fois, je ne suis pas un historien, je suis un amateur de l'histoire. Je suis quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire de son pays, de par ma formation, parce que les architectes, nous, on travaille sur l'histoire. Tout ce qu'on construit devient un jour patrimoine et fait partie aussi de l'histoire. Mais une fois qu'on a lu les deux tomes, on retrouve toute la trame générale depuis les débuts de cette histoire merveilleuse, donc de la civilisation marocaine qui est contée ici dans ces 2 tomes. Déjà dans ce roman, on retrouve effectivement un personnage qui peut-être dans la première histoire, et on comprend mieux son histoire quelques chapitres plus loin, même si ce n'est pas lié. Mais ce n'est pas un roman. Ce sont des vrais ouvrages d'histoire, contrairement au premier livre que j'ai sorti avant ces 2-là, qui s'appelle Chronique du Détroit, où là c'est un roman, où je raconte l'histoire du Tanger international, à l'époque où des étrangers étaient au Maroc, entre 1923 et 1956. Donc là c'est vraiment un ouvrage historique beaucoup plus... Dans celui-ci, en tout cas, que je tiens entre les mains, on commence par l'histoire des 3 rois. Une guerre où le Maroc ressort vainqueur, qui condamne le Portugal à une occupation espagnole pendant 2 générations, et qui fait ressortir aussi, ou plutôt on est témoin de l'ascension du sultan Abou al-Abbas Ahmed, connu comme étant Ahmed al-Mansour al-Dahbi d'ailleurs. Donc on revient un petit peu sur cette épopée, puis les années qui ont suivi, où il a pu réaliser un certain nombre de choses. Tout à fait, les Banu Saad qui vont donner la grande dynastie des Saadiens, qui va arriver au XVIe siècle. Donc ce sont des gens qui arrivent du sud, donc de Ouarzazate, de la région de Tamgrout, à côté de Zagora. Donc ils prennent le pouvoir à un moment où le règne de la dynastie ouattacide était en pleine déliquescence.
le Maroc était occupé par les Portugais, donc dans plusieurs villes, par les Espagnols aussi, dans plusieurs villes. Donc les Banu Saad, les Saadiens, vont tout faire pour bouter tous les étrangers qui occupaient la côte atlantique du Maroc et aussi contenir les convoitises des Turcs qui étaient en Algérie, qui voulaient aussi pénétrer au Maroc. Le Maroc est l'un des seuls pays à avoir pu faire front, d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Pas donné accès au continent et le seul africain. pays au monde qui, au XXe siècle, sera occupé par deux grandes puissances, c'est-à-dire la France et l'Espagne. Pour vous dire à quel point le Maroc est un pays très difficile à pénétrer, très difficile à coloniser. D'ailleurs, il n'a jamais été colonisé, il a été protégé. Donc, on a eu droit à deux protectorats, mais non à une colonisation. Donc, il n'y a pas eu d'assimilation de la population parce que ces puissances, quand ils arrivaient au Maroc, ils voyaient qu'il y avait un État structuré, un État existant. Puissance militaire qui est là sous un système de gouvernance, la monarchie, qui est là depuis Jules César, depuis Juba I. Et vous le dites. Tout à fait. J'aimerais bien vous citer là-dessus, d'ailleurs, je pense. On va voir si j'ai bien marqué mes pages, si j'ai été bonne élève. Oui. On va y arriver, Je pense que c'est à ce niveau-là. Oui. Voilà, une monarchie ininterrompue régnait depuis Juba I et son fils Juba II du temps de Jules César et d'Auguste. Un système de gouvernance appelé le Makhzen avait été inventé par les Almoravides vers l'an 1000 de notre ère. En 1912, la dynastie alaouite régnait sans discontinuité depuis 1664 avec l'avènement de Moulay Rachid Sharif du Tefilel. Tout à fait. Donc, le Maroc pour donner un aperçu déjà de... les Marocains, comme ils arrivent sur cette terre, ils sont là depuis 315 000 ans. Le premier Homo sapiens, comme vous et moi, le crâne de cet Homo sapiens a été trouvé à Jbel Iroud, à côté de Khribga. Donc nous sommes vraiment, en quelque sorte, le berceau de l'humanité. C'est trouvé à travers les siècles une difficulté de pouvoir s'organiser justement pour administrer donc, ces rassemblements de population. Donc on a choisi le système monarchique et toujours en mettant à la tête un chef, ce qu'on appelle un Eglid, qui est le roi, donc en amazigh. Et c'est comme ça qu'on est resté là, qu'on est la plus ancienne monarchie au monde, aujourd'hui, plus ancienne encore que la monarchie japonaise, qui comptait aujourd'hui parmi les plus anciennes. Donc nous sommes la première, la plus ancienne monarchie au monde. Donc il n'y avait que ce système pour pouvoir fédérer donc, toutes ces tribus. Nous avons quelque chose comme 3500 tribus au Maroc. Donc on a besoin d'un arbitre, d'un chef suprême, c'est le roi. D'accord. Mais en dessous, nous avons un système républicain, parce que les tribus elles-mêmes, tout en faisant l'allégeance, la bé'a, donc au chef suprême, au roi, elles élisent leur propre chef de manière totalement démocratique. En élisant, le chef n'a le droit de se présenter qu'une fois et n'a pas le droit de se représenter une deuxième fois. Donc, vous avez, c'est une dualité dans la gouvernance extraordinaire, une monarchie, en dessous un système républicain démocratique. Donc, c'est quelque chose d'assez unique dans l'histoire du monde. Et assez vieux, d'ailleurs. Bien sûr. On parle aussi de l'extension du Maroc, cette volonté qu'il y a eu à un certain moment, la fin de l'Empire Songhai, d'ailleurs. Tout à fait. En 1591, Moulay Ahmed Mansour Dabi, que vous avez cité, donc il arrive au pouvoir en août 1578, après la bataille des Trois Rois, donc pas loin d'Aqsar el-Kbir, sur Oued el-Makhazin. Donc il y a trois rois qui meurent durant cette bataille. Son propre frère, donc Abdelmalek Saadi, le prétendant au trône, le Moutaoukil, et puis le roi du Portugal, qui va aussi mourir dans cette bataille. Et donc le Moulay Ahmed deviendra sultan. Il lui faut justement bâtir un empire, il lui faut donc conquérir d'autres contrées. Donc il va aller vers le sud, donc vers le Songhai, où on avait le plus grand empire d'Afrique de l'Ouest, à la tête de laquelle il y avait un empereur qui s'appelait Laskia. Il y aura une bataille en 1591 à Tandibi, pas loin de Tombouctou. Les Marocains gagnent parce que c'est la première fois qu'on va utiliser la poudre, on va utiliser les canons, on va utiliser les mousquets. La force militaire, effectivement. Voilà, en face, il n'y avait que des lances, il n'y avait que des armes rudimentaires. Et le Maroc malgré le nombre qui était tout à fait, ils étaient 20 000, nous étions 2 000. Et nous avons gagné grâce au Pacha Jaoudar qui était envoyé par Ahmed El-Mansour. Et nous allons conquérir Tombouctou, donc la même année. Et à partir de cela, toute cette partie du Mali, du Niger, du Burkina Faso sera sous domination marocaine jusqu'au fleuve du Sénégal. Et on aura un Pacha à Tombouctou, de 1591 jusqu'en 1853. Et chaque année, les tribus venaient prêter allégeance
toutes ces tribus africaines venaient prêter allégeance aux divers sultans du Maroc, qu'ils soient saadiens ou alaouites. Vous parlez même des esclaves qui sont remontés à Fès. Justement, Mansour Dabi voulait envoyer ses militaires pour récupérer non seulement le sel à Tarza, mais aussi de l'or à Tombouctou. Ces soldats vont trouver du sel, ne vont pas trouver de l'or, mais ils vont ramener notre richesse, les esclaves. Donc, qui vont contribuer de la garde royale. La garde royale, la garde noire, et qui va devenir une véritable richesse pour le Maroc, parce qu'aujourd'hui, nous avons aussi hérité de cette civilisation africaine beaucoup d'aspects culturels, notamment la culture gnawa, qui est venue avec ces gens. Et ces gens vont travailler dans les sucreries des sultans de Moulay Ahmed Mansour Dabi, notamment à Tcharoudant, notamment à Essaouira, notamment à Tiznit. Et le Maroc va devenir très riche grâce à son sucre et grâce à ce sucre. Moulay Ahmed va construire le plus beau palais au monde à l'époque, c'est le palais El Bedi' à Marrakech. Et ce sucre va être tellement célèbre dans tout le monde entier. On raconte que lui, il était contemporain de la reine Elisabeth Ier d'Angleterre. Elle était tellement friande du sucre marocain qu'elle le mangeait à grande cuillerée. Elle en avait perdu ses dents. Donc, on raconte que c'était une reine édentée, farmacha, comme on dit en arabe, grâce au sucre marocain. Donc ça, c'est des anecdotes parmi d'autres. Voilà. Absolument. Un palais dont on aurait aimé voir les vestiges aujourd'hui, malheureusement, qui n'existe plus. Qui a été détruit par Moulay Ismaïl à peu près 50 ans plus tard. Donc, on peut en retrouver encore quelques vestiges au mausolée de Moulay Ismaïl à Meknès, notamment ces grandes colonnades en marbre que Moulay Ahmed avait ramenées d'Italie et qu'il payait poids contre poids avec le sucre marocain. Dans les petites histoires, il y a l'histoire de Jacques Le Baudy. C'était une histoire assez amusante, mais dans laquelle vous avez rappelé quand même une vérité qui est historique aujourd'hui, en faisant référence au Sahara marocain. Et je vous cite à nouveau. « À aucun moment le Sahara ne fut une terre nullius, c'est-à-dire une terre n'appartenant à personne. À aucun moment, le Sahara ne fut une terre nullius. Les caravanes traversaient ce territoire sous domination marocaine depuis les Almoravides, 8 siècles auparavant. Les sultans du Maroc y régnaient sans discontinuité depuis le XIe siècle. » Bien sûr, parce que le Sahara n'a jamais été une terre désertique ou une terre où il n'y avait personne. Quand je dis désertique, ça veut dire qu'il n'y a pas de civilisation. Bien au contraire, parce que les Grecs déjà parlaient 3-4 siècles avant Jésus-Christ, parlaient d'un peuple qui habitait justement dans ces contrées qu'ils appelaient les Gdala, d'accord, donc les Gétules. Et donc énormément d'historiens, notamment Pline l'Ancien, notamment Strabon, Platon aussi, quand il parle de la cité de l'Atlantide, donc il la situe pas loin de là. Et donc tous ces peuplades font partie donc, de ce Maroc de manière de se construire. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 7 dynasties qui règnent au Maroc, qui ont régné au Maroc depuis Jules César, d'accord, 4 dynasties parmi ces 7 viennent de ce Sahara. Donc c'est notre ADN. Donc, et bien sûr, ce Sahara a toujours fait l'objet de convoitises, comme le Maroc, le reste du Maroc. C'est-à-dire, quand je parle du Maroc, et là, Voltaire en parlait dans son Histoire du monde, il disait que l'empire du Maroc allait de Tanger jusqu'au fleuve Sénégal. Déjà au XVIIe siècle, il en parlait, Voltaire. Donc, et bien sûr, ce pays indomptable, grâce à ses hommes et à ses femmes, a fait l'objet de plusieurs convoitises, que ce soit étatique, que ce soit à travers des aventuriers comme Jacques Le Baudy, qui arrivent au début du XXe siècle. C'est amusant, cette histoire. Tout à fait, qui prend pied donc, pas loin de Tarfaya, qui se déclare empereur du Sahara. Donc ça va causer une grande crise internationale. Ça va durer quelques mois. Et puis rappelons que les Français ont craint la réaction anglaise à cette époque. Bien sûr, parce que les Anglais étaient déjà... Parce qu'il y avait une convoitise au Sahara. Déjà, les Espagnols, depuis le XVe siècle, déjà, la reine Isabelle la catholique avait dit, donc, dans son testament en 1506, avant de mourir, qu'il fallait prendre pied dans le pays des morts pour qu'ils ne reviennent pas chez nous, parce que les Marocains étaient en Espagne du 28 avril 711 jusqu'au 2 janvier 1492. Donc 781 ans d'occupation marocaine. Encore une fois, la civilisation andalouse est une civilisation marocaine. Donc il fallait arrêter donc, une nouvelle guerre avec les Marocains. Donc ils viennent avec leur convoitise donc, au Maroc. Donc ils viennent une deuxième fois en 1884.
ils vont prendre pied à Villa Cisneros, justement à Dakhla. Et pourquoi ils dénomment Cisneros? Cisneros, c'était le confesseur de la reine Isabelle la catholique, était celui qui a inventé les tribunaux de l'Inquisition. Donc pour vous dire encore une fois comment ils nous voyaient. Ils nous voyaient toujours comme des envahisseurs qu'il fallait absolument contenir, stopper. Donc c'est ça, le Maroc a toujours fait peur à toutes les nations européennes. Encore une fois, c'est une histoire qui est très contrainte et qui vient, encore une fois, de la nature des Marocains qui défendent leur terre. Et d'ailleurs, le nom Maroc vient de Tamourt, vient d'Amour qui veut dire terre. Et c'est le nom aussi de Marrakech qui veut dire Amour Nouakouche ou terre de Dieu. Donc encore une fois, nous avons un pays qui porte le nom de la terre où ces gens, où ces habitants résident. Donc, et les Marocains ont toujours défendu cette terre et ils continuent à la défendre, même maintenant en 2025. Merci à vous, Rachid Boufou. C'était un plaisir de vous avoir avec nous et ça nous donne un petit aperçu de ce qu'il y a dans cette petite et grande histoire du Maroc. En prie, merci. C'est la fin de l'invité culture pour ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée et à demain.